Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons Sergiu Mișcoiu, professeur de sciences politiques à l'université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca et directeur du Centre de coopération internationale de cette même université. Ce n'est pas la première fois que nous accueillons Sergiu Mișcoiu qui va nous parler depuis Cluj-Napoca. Donc, nous l'avons déjà sollicité à plusieurs reprises pour ses analyses, qu'il s'agisse de politique française ou roumaine. Mais ce soir, j'aimerais l'interroger surtout sur la géopolitique du flanc est de l'Europe et bien sûr sur la guerre en Ukraine. Sergiu Mișcoiu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nouveau au micro du soir. J'en suis ravi. Alors, mercredi, à La Haye, les pays membres de l'OTAN se sont mis d'accord pour accorder 5% de leur PIB au secteur de la défense, à l'exception notable de l'Espagne, qui, à travers son Premier ministre Pedro Sánchez, n'a pas accepté cette hausse, tout en assurant qu'elle maintiendrait ses capacités militaires à la hauteur des exigences de l'Alliance intergouvernementale de l'OTAN. Que pensez-vous de ce taux de 5% impulsé par le président américain Donald Trump ? Ces 5%, il faut le dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une demande récurrente des États-Unis à travers le temps, qui n'a jamais été prise au sérieux par les partenaires européens. Dans les années 1980 même, et à partir de la fin de la guerre froide, les États-Unis ont de temps à autre proposé ce taux, parfois même d'une manière assez musclée, en disant aux partenaires qu'il faut surtout faire en sorte qu'ils élèvent les dépenses militaires. Mais comme cela n'a jamais produit des suites dans les actions internationales des États-Unis, tout cela a été repris par les États membres comme étant une obligation générale avec laquelle on peut composer sur la très longue durée. Or, Donald Trump, finalement, n'a fait que renforcer cette idée et la conditionner, bien sûr, d'une manière beaucoup plus posée. Justement, ce type de comportement auquel les Européens n'étaient pas habitués, des États-Unis, ont mis l'Europe dans une situation délicate, dans la mesure où les États-Unis étant le pays contributeur le plus important à ce budget de l'OTAN, pour la première fois, élève sa voix d'une manière très directe et impose aux pays européens une contribution plus proportionnelle par rapport à ce que les États-Unis apprécient comme étant les gains des Européens en matière de sécurité. Ce taux est un taux important pour la plupart de ces pays. Ce taux veut dire doubler, voire même presque tripler les dépenses militaires. Il s'agit sans doute d'un horizon, d'une politique visée. Il ne s'agit pas d'une réalité qu'il faut mettre en œuvre d'une manière immédiate, mais cela veut dire sans doute que chaque année, on aura une surveillance assez renforcée des efforts que font chaque pays de l'OTAN pour arriver le plus possible à un taux plus proche de ces 5%. Et il ne Donc s'agit on pas... a établi la Oui. barre très haut et sans doute cela demandera des efforts supplémentaires des États membres, quitte à ne plus faire certaines autres dépenses dans des secteurs comme l'éducation, le social, la culture et ainsi de suite. Et il ne s'agit... Oui, pardon, excusez-moi, je vous coupe. Et il ne s'agit pas simplement de l'Ukraine, en fait. Il s'agit de participer davantage à toutes les opérations de l'OTAN au niveau mondial. Ah bien sûr, non, les 5%, c'est les dépenses grosso modo, et finalement pour les États-Unis, et là il faut sans doute élargir le cadre. L'Ukraine est une question particulière, parfois importante, mais beaucoup moins importante que pour les Européens. Mais pour les États-Unis, la défense de l'OTAN signifie aussi le fait
qu'en principe, si jamais les États-Unis sont menacés d'une manière directe par un État tiers, les États européens auront à leur tour l'obligation de venir au secours des États-Unis, ce qui nous semble en ce moment invraisemblable, mais que c'est quelque chose sur quoi les États-Unis mettent l'accent justement pour montrer aux Européens qu'il faut qu'ils soient vraiment au niveau exigé par les États-Unis. Ils doivent au moins pouvoir se défendre eux-mêmes et de toute façon doivent avoir une telle capacité qui ne peut pas ne pas être budgétée, ne peut pas ne pas être financée pour venir au secours des États membres de l'OTAN, qu'il s'agisse des États-Unis d'Amérique ou de la Turquie, par exemple, donc des pays qui ne sont pas forcément dans l'Europe géographique. Et comme le dit l'article 5 de l'OTAN qui stipule que tout membre attaqué doit être défendu par l'ensemble des autres pays membres. Mais pour revenir à cette différence espagnole, et Pedro Sánchez, le Premier ministre, l'a dit de façon très explicite, j'ai une politique sociale, des politiques publiques fortes. Petite parenthèse, l'Espagne est aujourd'hui un peu le champion européen économiquement. Le pays va plutôt bien, en tout cas macroéconomiquement. Et il dit qu'il ne peut pas mettre en péril l'éducation, la santé, qui sont des politiques à viser donc à long terme et quelque part et ça pourrait s'appliquer aussi à la Roumanie, qui préviennent je dirais, les extrémismes à long terme. C'est-à-dire que si on n'investit pas dans, comme vous le dites, l'éducation, la santé, les catégories les plus défavorisées peuvent être tentées par des tendances populistes à terme. Donc, on n'est pas un peu face à un dilemme là, parce que où sont les menaces véritables? Oui, il ne faut pas oublier que l'Espagne est finalement, et cela peut paraître bizarre ou aurait pu paraître bizarre il y a une quinzaine d'années, le seul pays gouverné par la gauche, au sens où la gauche est au pouvoir, elle est majoritaire dans un gouvernement, et il s'agit quand même d'une gauche socialiste, comme le nom du parti l'indique, donc c'est une gauche qui n'est pas centriste, n'est pas social-libérale, c'est une gauche un peu traditionnelle, même si elle est moderne dans sa manière de se présenter. Et le pacifisme et justement l'équité sociale sont deux piliers de cette gauche. Et Pedro Sánchez n'entend pas abdiquer devant les demandes qui viennent de l'extérieur, tout en disant que de toute façon, l'Espagne a dépensé d'une manière très importante dans le secteur militaire avec des investissements à long terme. Sanchez a essayé aussi d'expliquer que certains de ces investissements dans le secteur militaire sont des investissements aussi indirects qui permettent le développement de certaines régions où il y a des installations militaires, ainsi de suite. Tout cela doit être calculé dans ces 5%. Grosso modo, la position de l'Espagne est de dire que nous sommes devant un mix de dangers et de périls qui ne consiste pas uniquement dans le danger militaire et dans la menace militaire directe, et pour parer aux tentatives de déstabiliser les États de l'Union européenne par la voie de l'extrémisme sponsorisé par la Russie, il faut sans doute créer des conditions socio-économiques vivables, acceptables par les populations locales. D'où la préoccupation pour justement la redistribution qui doit se faire, il le croit, aux dépenses d'une augmentation des investissements dans le secteur militaire. D'autant plus que, on l'a vu en Roumanie, en République de Moldavie, mais pas seulement, en Europe de l'Ouest, comment la guerre qu'on appelle hybride, les campagnes de désinformation lancées notamment depuis la Russie, font
particulièrement mal. Ce sont ces campagnes-là qui sont les plus dangereuses aujourd'hui, et non pas les campagnes militaires, en tout cas pour l'Europe qui est pour l'instant en paix. Et ça demande des investissements, non pas dans le hardware, comme on dit, dans les chars et autres missiles, mais plutôt dans le cybernétique. Et donc là, encore une fois, on peut comprendre l'argument espagnol. Sans doute. Qui plus est, ces menaces, est-ce qu'elles sont finalement plus importantes sur le plan directement militaire ou est-ce qu'elles sont plus importantes sur le plan justement du danger de déstabilisation de l'Europe par l'avènement au pouvoir des forces extrémistes dont la très grande majorité sont sur les fiches de paye de Moscou, il faut le dire d'une manière très claire et nette. Or, le calcul de beaucoup d'Européens est de dire que finalement, il faut être beaucoup plus capable de lutter contre les menaces hybrides que contre les menaces conventionnelles, notamment si on n'est pas vraiment à la frontière est de l'Europe. C'est peut-être un calcul correct et le tout est de savoir, par exemple, dans ces 5% dédiés à la défense, si on prend en compte, par exemple, tout ce qui tient au dispositif de combat de la désinformation qui a un caractère finalement militaire, par exemple les tentatives des Russes de convaincre les Européens qu'ils seront dans une situation de combat direct avec Moscou et donc la seule variante d'éviter cela est d'élire des pacifistes, entre guillemets, au pouvoir. Donc ce genre de propagande et la lutte contre ce genre de propagande peut être elle aussi considérée comme étant un effort qui rentre dans ces 5% de dépenses pour la défense, au sens très large du terme, ou non, il s'agit seulement, comme vous venez de le dire, de chars et de canons. Dans cette deuxième variante, bien sûr, on aura beaucoup plus de mal à s'approcher de ces 5%, et finalement, on aura peut-être beaucoup plus de mal à comprendre la manière dont la guerre hybride est menée et d'avoir du succès à combattre les forces ennemies qui ne sont pas très visibles directement. Mmh. J'écoutais récemment des analystes sur France 24, plutôt alarmistes quant à la menace russe. L'un d'eux disait que les velléités de Trump concernant le Groenland ou le Canada pouvaient renforcer notamment les ambitions territoriales de Poutine. Mais d'après vous, la Russie d'aujourd'hui a-t-elle véritablement les moyens de ses ambitions? Je lisais aussi dernièrement que l'économie russe, en fait, dans l'absolu, c'est l'équivalent du Benelux, c'est-à-dire les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Ils ne sont pas arrivés, la Russie n'a pas réussi à envahir plus du tiers de l'Ukraine. Pour l'Europe, notamment avec les pouvoirs nucléaires, que sont l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France, est-ce que la menace russe est aussi importante qu'on veut nous le faire croire? La Russie est très loin d'avoir les capacités nécessaires de projeter son pouvoir politique et de faire la guerre telle qu'elle aimerait le faire. On a vu cela en Ukraine, on a vu cela partout où la Russie a voulu intervenir et ces interventions ont toujours été liées aux régimes fragiles. Je pense surtout à certains régimes africains, par exemple l'Afrique, la République centrafricaine ou le Mali, où le besoin de protection des leaders en place a fait venir les Wagner, les successeurs de Wagner, et a mis la Russie dans une position de force sans que la Russie ne dépense grand-chose.
Alors, dans le cas d'une invasion territoriale plus profonde, comme ce fut le cas de l'Ukraine, dans le cas de certaines interventions indirectes qui nécessitent beaucoup d'argent et un savoir-faire très peaufiné, on voit très clairement que la Russie est loin derrière. Le problème est sans doute que les ambitions expansionnistes de Donald Trump sur le Groenland ou sur le Canada. Avec le Canada, il y a quand même un bras de fer et les choses se sont calmées depuis. Mais ce genre de politique, ou sur le Panama, donc ce genre de politique expansionniste avec beaucoup de déclarations musclées et qui s'accompagne par la suite par certaines négociations d'où les États-Unis tirent un profit qui est très très loin de ce qui a été déclaré au début, donne bien sûr à Vladimir Poutine l'impression que la Russie pourrait se conduire en miroir comme par le passé durant la guerre froide. Or, sans doute, ces prétentions, notamment sur l'Est de l'Ukraine, mais peut-être aussi sur l'Asie centrale, sur l'Est est extrême de la Russie, et ainsi de suite, toutes ces prétentions-là trouvent sans doute rhétoriquement une justification dans le comportement politique de Donald Trump, mais en même temps, n'ayant pas les moyens nécessaires de projeter le pouvoir comme il faut, la Russie ne pourra faire que des actes de provocation, utiliser au maximum ces têtes de pont, comme celle qui se trouve en Transnistrie, l'Abkhazie, d'autres régions de ce type où il y a une présence directe des militaires russes, pour créer un climat d'instabilité, sans pour autant être capable militairement d'intervenir et sans être capable de porter plusieurs guerres à la fois. Et l'attitude très retenue de la Russie par rapport à l'Iran, qu'on a vu durant ce conflit de 12 jours, comme il a été baptisé par la guerre de 12 jours, comme elle a été baptisée par Donald Trump, montre finalement les limites de la politique russe et son autorestriction, sa capacité de s'auto-limiter pour ne pas porter trop de guerres à la fois, vu le fait qu'elle ne se permette pas d'avoir un nombre très élevé d'ennemis, ce qui est un principe cardinal des relations internationales classiques. Et sur le front ukrainien, qu'est-ce qui se passe en ce moment? En fait, l'urgence, ce que je comprends, c'est absolument la défense de l'Ukraine, et notamment les systèmes patriotes américains, hein, qui sont des systèmes de protection antimissiles, parce qu'en termes de capacité d'attaque, alors je lisais ces informations il y a relativement récemment, c'était pas ça le problème. Aujourd'hui, l'Ukraine a la capacité d'attaque, et elle l'a prouvé, elle a des capacités d'attaque tout à fait non négligeables, mais le problème c'est la défense, et notamment ces systèmes patriotes antimissiles. Où en est-on en ce moment? Et on n'entend pas trop parler de la guerre en elle-même. Qu'est-ce qui se passe? La Russie continue à avancer. Si on regarde sur la carte, il y a des petits avancements tous les 2-3 semaines, avec des petits villages qui sont pris par l'armée russe tous les mois. Ce n'est pas un avancement exceptionnel, c'est très loin de ce que la Russie aurait pensé, puisque l'Ukraine se défend d'une manière très acharnée, mais elle est prise au dépourvu justement par ces roquettes qui sont lancées de longue portée, qui sont lancées en masse par la Russie, qui saturent très rapidement la défense antiaérienne ukrainienne.
et qui produisent des dégâts importants, beaucoup de morts, et le nombre de morts a augmenté, malheureusement. Bien sûr, beaucoup de civils qui sont tués. Le climat dans les régions de l'Est frontalières au front, le climat est très, très mauvais pour les Ukrainiens qui s'attendent d'un moment à autre à une percée russe dans certains secteurs du front. Donc, à long terme, si les choses continuent comme elles se présentent aujourd'hui, la Russie pourrait avancer d'une manière stable, peut-être en faisant quelques percées exceptionnelles dans la région de Soumy, par exemple, disons, démoralisant totalement les soldats ukrainiens. Les Ukrainiens ont peu de soldats disponibles, donc ils sont en panne de personnel et surtout ont besoin d'un système antimissile. Trump semble être maintenant plus enclin à offrir aux Ukrainiens le système Patriot, justement après le refroidissement de cette dernière semaine avec Moscou, parce que tout ce qui se passait à La Haye, tout ce qui a fait la Russie, a poussé les États-Unis dans un degré d'hostilité plus élevé. Mais Vis-à-vis les de deux Moscou, acteurs ouais. évitent en ce moment les déclarations trop hostiles l'un à l'égard de l'autre, parce que les États-Unis espèrent encore pouvoir trouver une entente avec les Russes pour cette guerre qu'ils imposeront aux Ukrainiens. Donc Trump est toujours dans cette même recherche, même si ses espoirs initiaux ont été complètement déçus par le comportement triomphaliste de Poutine. Mhm. Et, et sans ces systèmes de défense antimissiles américains, l'Europe n'a pas les moyens d'aider l'Ukraine? Non, pas à ce niveau-là, pas en ce nombre-là et pas d'une manière tellement efficace. Donc l'Europe fera sans doute plus d'efforts qu'avant pour défendre l'Ukraine, il y a des plans, mais comme on a traîné pour des années et des années dans la construction de ce type d'installation, justement parce que tout était confié aux Américains, l'Europe est prise au dépourvu. Ça prendra probablement, on anticipe, entre 5 et 10 ans pour, si les efforts sont très, très substantiels, pour arriver à une sorte d'autonomie plus poussée, même s'il ne s'agit pas d'une autonomie stratégique totale telle qu'elle avait été imaginée par Emmanuel Macron, mais d'une autonomie plus poussée, un degré d'autonomie plus fort et une capacité de résistance plus aiguë que celle qui existe aujourd'hui. Mhm. Quand je vous écoute, je me dis que sans doute cet accord de mercredi entre les pays membres de l'OTAN pour 5% de dépenses dans le secteur de la défense, ça a été, en tout cas pour les Européens, une façon aussi d'essayer de convaincre Trump de continuer à défendre l'Ukraine. Vous pensez que cet argument-là a énormément ou assez peser dans cet accord de 5% de dépenses dans la Ah défense? oui, sans doute, il y a eu une opération de séduction de Donald Trump avant l'arrivée à La Haye. On a vu le texto envoyé par Mark Rutte que Donald Trump a eu euh, l'idée très bizarre de montrer à tout le monde au grand jour pour se flatter devant la planète tout entière. C'était un texto personnel d'ailleurs envoyé par Signal par Rutte qui montrait que Trump était un leader visionnaire qui pouvait sauver le monde plus ou moins dans un moment très délicat ce genre d'approche avec tout ce qui s'est passé aux Pays-Bas où Trump a été la vedette totale, le fait qu'il a été logé dans des châteaux royaux, le fait
qu'il a été considéré comme le personnage central de ce sommet autour duquel tout le monde tournait, avec la promesse des 5%, a finalement réussi pour le moment à convaincre Donald Trump qui semblait être content de ce qui s'est passé. Mais comme on a vu, Donald Trump change d'avis. Il n'est pas très fiable dans ses réactions et les décisions qu'il prend sont soumises ensuite à une réflexion plus mûrie suite à l'intervention de ses conseillers, sur l'intervention de J.D. Vance, de certains autres décideurs, ce qui fait en sorte que malgré les déclarations concernant l'article 5 et les 5%, tout tourne autour du chiffre 5, on voit très bien, Donald Trump pourra très bien prendre une autre voie d'ici 2 semaines, quand il verra quelque chose qui le fâche du côté de Sanchez, de Macron ou de Merz, il pourra très bien prendre une autre voie et faire une autre déclaration qui remettra en cause, comme il l'a fait avant le départ pour La Haye, l'applicabilité de l'article 5. Donc, étant donné ce zigzag dans la pensée de Trump, les Européens sont obligés, une fois de plus, de trouver leur propre chemin, de devenir eux-mêmes le plus possible suffisants pour ne pas dépendre dans une telle mesure des humeurs du locataire de la Maison Blanche. Oui, ça c'est bien clair, et d'autant que on l'a vu pendant ce sommet de mercredi que entre Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et Donald Trump, c'est pas le grand amour, toujours. Deux personnages ne sont jamais aimés, et l'image qui reste pour toujours est l'image où finalement Zelensky a été invité gentiment, mais d'une manière assez ferme, de quitter le bureau ovale. Cette image n'a pas été effacée par l'image du tête-à-tête lors de funérailles de l'ancien pape à Rome. Et Trump croit toujours que la Russie, sans doute, continue à commettre des fautes, mais que cet acharnement ukrainien sur son territoire, sur la défense de son territoire, sur la revendication toujours de la Crimée, des territoires de l'Est conquises par Moscou, est l'un des points qui empêche la paix à la Trump, la pacification de la région selon la formule de Trump. Or, donc, dans ces conditions-là, Zelensky est toujours perçu comme étant un personnage pas suffisamment apprivoisable par la Maison-Blanche, d'où l'attitude, disons, assez hostile de Trump à son égard. Alors, si vous le voulez bien, Sergiu Mișcoiu, passons maintenant au soutien de la France pour la défense du flanc est de l'Europe, qui reste soutenu et conséquent. Comment envisagez-vous l'évolution des relations stratégiques entre la France et ces pays du sud-est européen, la Roumanie en tête? Est-ce que la coopération nucléaire sera, selon vous, toujours plus prépondérante? Il y a sans doute un côté nucléaire dans cette relation, et le nucléaire est essentiel, puisque on a l'impression qu'on est tous plus ou moins sous la protection nucléaire française, et les investissements dans le domaine civil nucléaire roumain suivent un peu une voie lancée par la France, qui consiste à avoir une indépendance énergétique à long terme, générée par le nucléaire, entre autres. Mais à part le nucléaire, on a
développé ces dernières années une relation plus étroite entre les commandements militaires, entre les services civils qui tournent autour des questions de défense, de désinformation, entre même les sociétés civiles, les think tanks qui s'occupent de la géopolitique, de la géostratégie. Et donc il y a un nouvel élan entre au moins la Roumanie et la France, et une présence plus importante de la France aussi dans d'autres pays comme la Bulgarie, comme maintenant aussi un peu la Pologne depuis le retour au pouvoir de M. Tusk. Cela permet finalement de faire un pari historique différent par rapport au pari fait par les pays de l'Europe centrale et orientale pour plus de 20 ans. Le pari américain qui consistait à dire que si on suit à la lettre la voie des États-Unis, on est sauvé parce qu'on est protégé par les États-Unis. C'était un pari trop exclusiviste et c'était un pari trop risqué, mettre tout sur dans un seul panier. Cette diversification qui vient maintenant avec une présence plus forte de la France dans la région permet aux Européens de l'Est d'avoir sans doute une alternative et d'avoir un pays plus proche d'eux géographiquement, mais aussi culturellement, au moins dans le cas des Roumains, avec lequel il y a une entente historique, stratégique, mais aussi, disons, sur le plan culturel, plus profonde. Et donc, l'ensemble de cette nouvelle donne fait en sorte que, oui, il y a un rapprochement avec la France, et je crois qu'il y aura aussi un rapprochement avec l'Allemagne, un rapprochement qui existe déjà sur le plan économique, mais qui aura une composante militaire, parce que l'Allemagne devra maintenant renforcer aussi ses dépenses dans le domaine militaire, ce qu'elle n'avait pas fait pour des raisons historiques qu'on connaît. Mais maintenant, tous les tabous sont tombés et l'Allemagne participera aussi à ce développement. Et donc, je crois que finalement, il y a une sorte d'européanisation dans le secteur défense militaire et géostratégique beaucoup plus importante aujourd'hui et dans les années à venir que par le passé. Mmh. Et on l'a vu également, hein, je poursuis ce que vous dites, hein, les relations entre la France et la République de Moldavie très soutenues. On a vu comment le président Emmanuel Macron soutenait, avait invité, s'était rendu en République de Moldavie pour soutenir la présidente Maia Sandu, hein, très pro-européenne. Donc là, on voit aussi un véritable engagement. Sergiu Mișcoiu, je voudrais qu'on termine maintenant un petit peu cette thématique du conflit en Ukraine. Aujourd'hui, quel dénouement vous envisagez et quelle relation avec la Russie après le conflit pour l'Europe? Pour l'instant, le conflit se poursuit. On ne voit pas très clairement une direction pour la paix. Le plan américain ne semble pas être réaliste, accepté par les deux côtés. Il y a plusieurs scénarios qui sont envisageables sans doute, mais le scénario le plus probable, c'est d'avoir peut-être une trêve d'ici quelques semaines ou quelques mois, une trêve relative qui laissera le conflit entrouvert, mais plutôt ouvert que fermé. Donc, on est dans la situation où on ne pourra même pas parler de conflit gelé. Il y aura une situation quasi conflictuelle à
tourner facilement au conflit direct, donc de nouveau à la guerre, pour une période assez longue de temps. Donc de ce point de vue, moi je suis assez pessimiste parce que une entente claire et nette entre les parties pour non seulement cesser le feu temporairement, mais pour stabiliser des frontières et des rapports entre les acteurs n'est pas vraiment de mise en ce moment. Mhm. Une dernière question, Sergiu Mișcoiu. Qu'est-ce que vous dites à vos étudiants quand vous les sentez préoccupés par le monde qui les entoure, replis de guerre et de conflits? C'est assez difficile finalement de s'adresser aux étudiants parce que il y a une sorte de mélange chez eux d'optimisme qui consiste à fermer toute tuyau d'information et de dire on est jeune, il faut qu'on vive notre vie. Et nos parents, nos grands-parents l'ont fait sous le communisme, sous la guerre, et ainsi de suite. Mais il y a aussi un nombre d'étudiants, parfois ce sont les mêmes, qui changent assez rapidement d'avis et qui se disent effectivement très préoccupés par leur avenir. Malheureusement, dans le cas au moins de la Roumanie, il y a encore beaucoup d'étudiants qui pensent à projeter leur carrière ailleurs, en Europe occidentale, outre-océan ou même en Asie extrême. Donc cela dit beaucoup sur leur mental, qui est à la fois marqué par la préoccupation concernant l'avenir en sentant la guerre qui est à côté, et qui est aussi marqué par un désir de profiter de leur jeunesse, qui est tout à fait compréhensible, et de ne pas faire attention ou de considérer que cette guerre de vieux qui se porte maintenant sera finie par une sorte de magie de transfert générationnel. Il est difficile de faire devant nos étudiants un discours qui soit à la fois crédible, qui ne soit pas alarmiste et qui soit quand même responsabilisant, si je peux dire, pour concernant leur rôle dans les années à venir, parce qu'ils seront les chines dorsales de nos pays. Ils sont censés eux-mêmes prendre les décisions qui nous concerneront. Mhm. Sergiu Mișcoiu, je vous remercie infiniment pour ces éclaircissements dont on avait grandement besoin, cette période tendue, cette période de guerre. Donc merci et merci pour vos propos. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir une nouvelle fois au micro du soir. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Chères auditrices et auditeurs, c'est tout pour ce soir. Comme d'habitude, nous vous souhaitons évidemment un très bon week-end. Week-end Plakut. Au revoir.